Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 115 du Temps d'arrêt. L'épisode d'aujourd'hui est dédié sur les meilleurs espoirs qui seront éligibles au prochain repêchage de la LNH. Je suis très heureux de recevoir Simon Servant de la presse canadienne et du TSLH Espoir pour discuter d'une dizaine de joueurs là, qui retiennent vraiment l'attention en vue de ce prochain repêchage. Simon, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi-même. Ça va très, très bien. Content de parler pour une dernière fois d'espoir avec toi. Tu as été un collaborateur régulier depuis 3 ans, que ce soit pour la liste préliminaire ou pour la liste de mi-année, fin d'année. Donc, très, très heureux d'avoir compté parmi nos collaborateurs réguliers depuis maintenant 3 ans. Donc, nos auditeurs ont été très choyés de t'avoir. Puis, c'était tout naturel de faire un dernier épisode sur les espoirs pour clore un petit peu ce secteur-là du temps d'arrêt. Alors, très heureux de faire ça et de partager le moment avec toi. Fait que, en mon nom et en nom de tous les auditeurs, un gros merci pour ces épisodes de qualité lors des 3 dernières années. Là. Ben écoute, merci à toi de m'avoir invité. Nous, comme on le dit tout le temps, c'est notre passion, on adore ça. Fait que Ouais. c'est pas vraiment un travail, c'est pas vraiment une corvée de parler J'ai pas eu à d'espoir. te Fait que c'est tordre le toujours bras plaisant. trop. Là. Non, non, c'est ça, non, c'était pas très. On avait la famille, on a les activités aussi externes, le travail puis tout ça, mais puis toi aussi, c'est ça la même chose. Mais quand c'était le temps de parler d'espoir, c'est toujours le fun. Donc, on n'hésitait pas pantoute, là. Ben, c'est très, très, très agréable de pouvoir faire ça une autre fois avec toi. Et c'est une belle cuvée que celle de 2026. Donc, les activités principales là, du TSLH Espoir vont débuter très, très bientôt. Là. Le TSLH Podcast est disponible sous forme hebdomadaire à chaque semaine. Mais là, vous allez vous pencher justement sur la branche Espoir. Donc, la semaine prochaine, un gros épisode sur vos listes préliminaires de ton côté avec Matt et Pascal. De ton côté, tu vas sortir ta liste. Donc, j'invite les gens à aller scruter ça via ta page, via ton compte X, là, compter de la semaine prochaine. Parle-nous de cette cuvée, là, sans rentrer en détail immédiatement, mais de ton travail de scouting jusqu'à présent, puis de ce que représente l'année 2026 pour les espoirs. Là. Ben moi, l'année 2026, quand que je l'avais examiné l'année passée, je trouvais que ça allait être une grosse année, Ouais. probablement meilleure que 2025. Quand on a commencé la saison cette année, on était un peu fébrile aussi. On se disait, si tout le monde joue dans son niveau qu'il doit jouer, ben, ça risque d'être une grosse année. Puis là, finalement, ça va un petit peu moins bien pour Ouais, certains joueurs. effectivement. Il y a d'autres joueurs qui sont un peu, qui vont bien, mais ça va peut-être pas aussi bien qu'on l'aurait espéré. Donc, en ce moment, ce que je vois, c'est une QV 2026 qui a quand même beaucoup de talent, beaucoup de profondeur, mais à part peut-être McKenna qui est dans un tier tout seul. Là, puis Passe à même là, part, ouais. lui, il connaît des difficultés aussi un peu, mais je trouve que là, ça s'est stabilisé. Fait que je vois ça à peu près comme la 2025 cette année. Un petit peu meilleur peut-être le repêchage de cette année, mais c'est pas aussi bon qu'on s'attendait. En tout cas, ça commence, on va Ouais. voir, mais pour Intéressant. Et l'instant. tu viens de le mentionner, là, sans rien divulguer de l'ordre de ta liste, ben, je pense que ça va être un petit peu naturel de retrouver Gavin McKenna au sommet de celle-ci. Puis les 10 espoirs dont il sera question
pour l'épisode d'aujourd'hui, ben, ce ne sera pas nécessairement en lien, en ordre. Peut-être que ça va s'y retrouver, là. Peut-être que ça va suivre un ordre sur ta liste, mais ça n'a pas été conçu comme ça. Donc, c'est 10 joueurs qui retiennent ton attention et l'attention des amateurs d'espoir pour cette saison-là. Et on va faire un petit passage aussi sur la LHJMQ pour terminer. Commençons justement, là, à tout seigneur, tout honneur, Gavin McKenna. Beaucoup d'encre ont coulé lors de cette entre-saison pour parler de l'endroit où Gavin McKenna allait jouer sa saison 2025-2026. Comme vous pouvez le voir à l'écran pour ceux qui sont en visuel sur YouTube, ben, il a jeté son dévolu sur l'université Penn State. Donc, Gavin McKenna, c'est un ailier gauche, 6 pieds, 165 livres. 3 buts, 13 points en 10 parties jusqu'à présent avec Penn State. Il jouait l'année dernière avec Medicine Hat, a récolté 129 points en 56 parties. Tu parlais d'un début décevant pour plusieurs espoirs. Ça a été un petit peu son cas. Finalement, ça s'est replacé lors des derniers matchs, mais il faut dire que Penn State n'a pas affronté des grosses machines de hockey jusqu'à présent. Non, puis moi j'étais déçu évidemment qu'il y ait à Penn State. Je suis un fan des Wolverines du Michigan, donc c'est des rivaux. Ouais. Donc je le maudis un peu pour ça, mais non, ça a été un Penn State, ben Michigan aussi d'ailleurs, ils n'ont pas affronté des grosses équipes. Arizona State dans le cas de Penn State, il y a eu aussi Clarkson. Ouais. J'ai regardé 6 matchs de McKenna depuis le début de la saison. Je trouve qu'il s'en tire un peu moins. Qu'est-ce qu'il faisait dans la WHL lors des 2 dernières années et demie même? Je trouve que là, c'est un petit peu plus compliqué dans la NCAA. Il peut moins tricher, il peut moins Des fois, ton talent, tu peux l'utiliser à ton avantage dans le junior, mais là, dans la NCAA, c'est des vétérans, c'est des gars qui sont plus gros, plus physiques, plus aguerris. Puis en fait, c'est pas que la WHL, c'est des petits garçons, là, mais tu sais. Moins d'expérience. Oui, ben c'est ça. Quand il y a des joueurs dans la NCAA qui sont repêchés depuis quelques années déjà. Il y a des joueurs de 4 ans qui sont dans cette ligue-là, qui vont signer des contrats probablement à la fin de l'année pour aller jouer dans la Ligue américaine, peut-être dans la Ligue nationale. Donc, c'est des gars qui sont un peu sont aguerris, ils connaissent les rudiments de la Ligue, ils savent un peu quoi faire pour ressortir. Puis là, du côté de McKenna, le talent est là, ça, on le voit. La qualité de playmaking, elle est encore excellente, sensationnelle. Il a encore son excellent lancer. C'est pas un gars qui est. C'est pas une fusée sur la patinoire côté patin, mais c'est un gars qui a un bon coup de patin, qui est mobile, qui est un peu trompeur dans ses mouvements. Puis là, dans la NCAA, c'est un petit peu plus compliqué. Puis il se fait beaucoup attaquer un peu physiquement aussi. Il est sur le long de la bande, des fois. Il est ciblé, oui. Exactement, il est ciblé. Puis là, ben, il joue un peu du bout de la palette, il essaie de se protéger, puis en même temps, des fois, les rondelles sont libres et il ne va pas. Donc, puis les replis ne sont pas toujours optimaux, puis c'est pas non plus un gars qui est excellent défensivement. Donc là, on se rend compte que là, c'est une ligue qui. La step, elle est difficile. Puis je ne dis pas, tu sais, McKenna, moi, je suis convaincu qu'à partir du mois de janvier, après le championnat mondial de hockey junior, je pense qu'il va avoir son air d'aller jusqu'à la fin de la saison. Je ne serais pas surpris du tout. Mais en ce moment, c'est sûr que, tu sais, on soulève certains doutes. Puis il y a même des gens qui ont décidé de lui retirer complètement l'étiquette de joueur générationnel là, maintenant. Donc c'est quand même gros. Je m'en venais là-dessus, Simon, justement. Là, c'était le cas là, lors de la fin de la saison passée, même depuis quelques années, on parle de lui comme un futur joueur générationnel. Là, est-ce qu'on peut dire que son étoile est légèrement en train de pâlir ou puisqu'il fait face à une compétition qui est supérieure aux dernières années, ou c'est la période d'adaptation? Tu as parlé, tu t'attends à ce qu'il prenne son air d'aller dans quelques semaines là, après les fêtes, mais est-ce qu'il va être capable, selon toi, de regagner
l'étiquette de joueur extraordinaire qu'il avait en quittant la WHL. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que selon toi, ça aura été une erreur de quitter vers cette ligue-là? Là? On sait qu'il risque d'y jouer une seule année. Là. Après ça, ce sera son éligibilité LNH risque de sauter directement chez les professionnels. Là. Mais beaucoup de tout ça là, autour du nom de McKenna. Là. Ben, je pense pas que c'est une erreur, mettons, dans son développement, parce que je pense que il était prêt à faire cette step-là, dans le sens qu'il était prêt à quitter la WHL puis aller à un niveau un petit peu plus supérieur, se tester un petit peu. Mais là, je pense que le côté de la NCAA, ça le rattrape un petit peu. Je sais, c'est parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a vu Celebrini il y a 2 ans dans la NCAA qui a été excellent, qui est rentré, qui a eu un. Ben oui, exactement, il y a eu un impact. Puis non seulement qu'il y a eu un impact aussi, mais il était engagé physiquement. Il réussissait à amasser des points, mais il réussissait aussi à s'imposer, même si c'était pas nécessaire. Celebrini, c'est pas un gars de 6 pieds 3, 220, là, mais il y a une hargne dans son jeu qui fait en sorte que à toutes les fois qu'il est sur la patinoire, c'est difficile de jouer contre lui. Ce que McKenna n'a pas, McKenna, lui, c'est plus vraiment de te mettre aux aguets, de te mettre sur les talons. Il te fait mal paraître avec ses mains, son talent. Donc là, c'est 2 styles de joueurs différents. Puis il y en a un, visiblement, du côté de Celebrini, qui était mieux outillé dès le départ pour embarquer dans la NCAA. Puis McKenna, ben là, je sais pas si. Je pense que son étoile a pâli un petit peu, mais je pense pas que c'est. Moi, je pense encore que c'est un gars qui va être capable de faire du 100 points dans la Ligue nationale. Pour moi, je pense que c'est un talent générationnel, mais là, tu vois qu'il y a un petit peu des dos down un petit peu dans sa progression. Là. Et même si l'adaptation est un petit peu plus difficile, ardue qu'on aurait pu le penser, si je ne me trompe pas, justement, tu parlais de Celebrini, au cours de la saison, à son année de repêchage, il a gagné du coffre, si je me souviens bien. Mais McKenna, on s'attend à la même chose un petit peu. Là. Je le mentionnais au départ, c'est 165 livres. On a moins de matchs à l'horaire dans la NCAA que dans la Ligue junior canadienne. Donc, ce sera son devoir d'être dans le gymnase régulièrement et de gagner justement quelques livres à des endroits clés de son corps. Donc, ça va faire partie justement de l'adaptation, puis je pense que ça va devenir un petit peu dans la routine, ça va l'aider à gagner certaines batailles aussi. Donc, à prendre en considération quand même que c'est encore un chantier qui est en progression. Le travail est loin d'être fini dans son cas. Oui, et puis lui, ce qui va être idéal pour lui, c'est s'il arrive dans la Ligue nationale à 6 pieds, 185-ish environ. Là, je pense qu'il va être capable de mieux ressortir. Oui, parce que on regarde un gars comme Kucherov qui n'est pas très gros non plus, mais qui a une. Parce que McKenna lui-même, il se comparait un peu à Kucherov. Puis quand on le regarde, c'est des talents de fabricants de jeux hors pair. Ils ont d'excellents lancers, ils ont de très bonnes mains, ils ont une vision, une intelligence sur la glace, une intelligence offensive qui est de très haut niveau. Donc, McKenna qui se compare à Kucherov, on peut voir cette comparaison-là. Ouais. Puis Kucherov, c'est comme je le mentionne, c'est pas un gros gabarit. Il est peut-être 5'11", 180. Peut-être un petit peu plus maintenant, mais c'est un gars qui doit travailler avec qu'est-ce qu'il a, avec quelques limitations physiques, mais en étant plus vieux et en ayant pris, comme tu dis, de la masse, un peu plus de prestance, c'est là que ça lui permet de vraiment être plus dominant dans la Ligue nationale. Il y en a des petits gabarits qui sont des joueurs à plus petits gabarits qui sont capables de s'en sortir quand ils sont capables d'accepter le jeu physique. Patrick Kane, c'en était un aussi. Jack Hughes le montre aussi. Une adaptation et un progrès à faire dans le cas de Gavin McKenna. Ce serait intéressant de suivre ces prochaines semaines, ces prochaines fins de semaine en fait. Là. Donc, il affronte coup sur coup Michigan State, Michigan et Minnesota au cours des 3 prochaines fins de semaine. On parle de 3 des meilleures équipes au pays. Donc, ce sera des gros tests et on verra de quel bois il se chauffe. Et par la suite, là, va quitter vers les camps d'équipe Canada. Donc, ça va être définitivement intéressant de le suivre aussi dans cette deuxième année avec l'Unifolier. Donc, Gavin McKenna, un nom qui va faire retenir, qui va porter attention toute la saison.
Le deuxième joueur donc, dont il sera question, c'est le défenseur droitier de North Dakota, Keaton Veroff. C'est un autre joueur qui a fait, disons, qui a fait partie de cet exode de la Ligue canadienne vers la NCAA, joué à Victoria l'an passé. C'est un défenseur très mobile pour sa stature de 6 pieds 4 et 212 livres. C'est un bon début de saison quand même dans son cas. Là. 4 buts, 5 points en 8 parties avec North Dakota qui a subi beaucoup de changements dans son alignement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Veroff et de son adaptation dans la NCAA dans son cas? Ben, Keaton Veroff, en ce moment, moi, j'ai regardé quelques matchs aussi dans la NCAA, quand même un petit lot. Moi, je trouve que il y a des gens qui le comparaient un peu à Aaron Ekblad dans son style de jeu, un défenseur qui est mobile, qui a quand même une touche physique, un bon lancer frappé, un bon lancer des poignets. Puis je ne suis pas en désaccord non plus avec cette comparaison-là, parce que je trouve qu'en ce moment, dans la NCAA, il a réussi sans nécessairement ressortir à tous les matchs là, comme un joueur dominant. Je trouve que lui, l'adaptation du côté de la NCAA se fait plus facilement. Puis, évidemment, on parlait de son gabarit il y a quelques instants. C'est sûr que lui est un petit peu plus gros. Donc, étant donné qu'il est très mobile aussi, comme tu le dis, il est non seulement capable d'absorber des contacts, mais il est capable de tout simplement échapper les contacts, relancer l'attaque. Moi, je trouve que Veroff, en ce moment, c'est pas une surprise pour personne, mais moi, je pense que c'est le meilleur défenseur de ce repêchage-là. Je pense que il y a le côté offensif. Il est capable de venir s'insérer dans les attaques. Il est capable de relancer l'attaque avec ses patins, avec ses mains, la passe. Je trouve que est très rempli. Oui, exactement. Je trouve que défensivement, c'est un défenseur qui a le bâton, la touche physique, il a la vision, la reconnaissance de où le jeu s'en va, il anticipe bien. Donc, moi, je trouve que c'est un défenseur très complet dans sa façon de jouer, dans sa façon de présenter, dans la façon de se présenter à l'attaque, puis dans la façon de couvrir en défensive. Là, la question, est-ce qu'on s'attend de lui à ce qu'il devienne un défenseur de. C'est quoi le plafond, en fait, pour lui? Est-ce que c'est un défenseur offensif de 60, 70 points? Est-ce que. Parce qu'on s'était risqué l'année passée, au mois de novembre, si vous regardez à pareille date l'année passée, on disait que Matthew Schaefer allait gagner des trophées Norris. On s'était commis déjà, là. Puis en ce moment, tu sais, Schaefer, il est même déjà peut-être dans la conversation. Exactement, il est peut-être déjà même dans les conversations pour le Norris à son année recrue. C'est sensationnel ce qu'il fait. Mais Keaton Veroff, là, c'est là la différence, c'est que défensivement, il est très bon, mais est-ce qu'il n'est pas au niveau de Schaefer? À l'attaque, il est très bon, mais il n'est pas au niveau de Schaefer. Donc, où on se situe dans le plafond, c'est un peu là, moi, que j'essaie d'évaluer un peu où on le place. Mais dans cette cuvée-là, moi, je ne pense pas qu'il y a un défenseur qui est meilleur que lui. Peut-être pas dans tous les aspects du jeu, mais dans l'ensemble du jeu en tant que tel. Je trouve que Veroff, il se démarque très bien, puis avantageusement avec n'importe qui. Peut-être qu'il y en a qui sont, mettons, un Ryan Lynn, il est peut-être plus offensif, mais Veroff, il est juste en dessous. L'écart n'est pas loin avec tous les défenseurs que tu peux nommer. Si ce n'est pas lui le meilleur, il n'est pas très loin. Certains se sont un petit peu excités là, dans les dernières semaines, profitant des quelques difficultés de Gavin McKenna pour avancer le débat. Est-ce qu'on a vraiment, est-ce que Gavin McKenna est menacé pour le premier rang? Est-ce qu'on a vraiment deux joueurs générationnels dans ce repêchage-ci? Les prochaines semaines seront très intéressantes pour Veroff. Il a eu un tournoi Linka quand même décevant. Pas été mauvais, il était le capitaine de cette équipe canadienne-là, mais ça a été un peu décevant. Là, il va se retrouver dans une situation où il risque fort probablement d'être invité au camp de l'équipe canadienne. La défensive, beaucoup de points d'interrogation. Tu viens de parler, Matthew Schaefer sera vraisemblablement absent. Des Sam Dickinson, des Zane Parrott qui sont dans la Ligue nationale ne seront peut-être pas prêtés. Donc, il risque d'avoir une place de disponible pour lui. Ça sera à lui de monter son jeu d'un cran là, dans des situations clés. Oui, puis moi, je pense pas que c'est un générationnel qui est une Veroff, mais c'est un défenseur probablement première paire. Puis avec le Canada, s'il y a l'appui de. Probablement, c'est ça. Là, tu dis, il y a des joueurs qui ne seront pas là.
visiblement. Donc, il va probablement être encore une fois dans un rôle de premier plan cette fois-là avec le Canada. Je pense qu'il est assez bon pour être un général de la défensive, mais aussi d'être un général de l'attaque. Je pense qu'il y a une touche de leadership. Tu parlais du Linka, Ryan Lynn, moi je pensais qu'il avait eu un meilleur tournoi que Veroff, mais c'était pas pour dire que Veroff n'avait pas eu un bon tournoi. Donc, est-ce que du côté de Veroff, c'est de savoir est-ce que lui-même il va être capable, où il peut amener ça? À quel niveau il peut amener ça? Est-ce qu'il peut être un défenseur numéro 1 pour l'équipe du Canada au championnat mondial de hockey junior? Puis si oui, si on lui donne ce rôle-là, est-ce qu'il va être capable de le remplir? Est-ce qu'il va être capable de mener cette brigade défensive-là? Parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'il va mal paraître s'il est invité au tour, en fait, dans le camp de l'équipe Canada Junior. Moi, je pense qu'il va très bien paraître. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une invitation. En fait, pas juste une invitation, je ne serais pas surpris qu'il fasse l'équipe en tant que telle. Donc, tu sais, rendu là, après, qui peut le devancer? Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de candidats. Dans son cas, un tournoi éliminatoire de la NCAA et voir une participation peut-être même au Frozen Four pourrait faire en sorte qu'une équipe qui est très haut au repêchage se dise c'est notre homme, on y va avec ce défenseur-là. Donc, c'est le genre d'événement qui pourrait faire monter un petit peu sa valeur, mais il est bien installé dans les hautes sphères des meilleurs espoirs pour ce prochain repêchage-là, Keaton Veroff. Troisième nom sur notre tableau, il s'agit de Ivar Stenberg, cet allié de 6 pieds, 181 livres, qui joue à Frölunda. Donc, c'était un late, là, sa fête était le 30 septembre. Donc, évolue quand même, est dans les plus vieux de ce repêchage-là. A du succès jusqu'à présent dans la SHL, première division suédoise, 12 points en 17. C'est un joueur qui est électrifiant. Parle-nous-en un petit peu plus. Oui, Ivar, c'est bizarre à cause qu'à toutes les fois qu'on entend parler des joueurs qui pourraient peut-être baisser au classement, on dirait qu'on entend tout le temps Ivar Stenberg. Moi, je suis pas. Je pense pas que Ivar Stenberg est dans la catégorie, encore une fois, de McKenna, mais moi, quand je le regarde jouer, il est dynamique, il est intense quand même, il est impliqué. C'est pas un plus gros gabarit non plus, mais je trouve qu'il se débrouille. Exactement, c'est un gabarit, c'est un bon gabarit. C'est pas, encore une fois, on va parler de Belchitz là, tantôt, mais Ivar Stenberg, là, quand il y a des contacts, c'est sûr qu'il c'est pas toujours lui qui a le dessus, là, mais je trouve qu'il est impliqué. Il n'a pas peur d'aller dans le couloir du centre, il n'a pas peur de garder la rondelle sur la palette, de trouver des options, justement, encore une fois, d'absorber des contacts le long des bandes. Je trouve qu'il est assez créatif. Je pense que du côté de Stenberg, je ne sais pas si c'est à cause c'est un late, on l'a vu, peut-être qu'on a un certain essoufflement peut-être avec lui. Puis en fait, c'est peut-être pas un essoufflement, mais peut-être qu'on l'a vu jouer déjà, on l'a vu exceller dans certains tournois. Est-ce qu'à un moment donné, là, on dirait qu'on veut placer la barre plus haute, on veut placer les attentes plus hautes, mais déjà de le faire dans la SHL avec Frölunda, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. C'est un des dynamos offensifs de cette équipe-là tout le temps. Il avait été bon en série l'année passée avec Frölunda aussi. Là, il avait 17 ans, là, mais on s'entend que c'était son année de 16 ans. Pour jouer contre des hommes, littéralement, ça avait été impressionnant. Là. Oui, exact. Ben, c'est ça. Puis je pense que dans l'ensemble, dans son jeu complet, il a l'air un peu gamer, pareil. Il n'a pas l'air d'un gars qui a peur du moment. Il a l'air d'un joueur qui est prêt à prendre la pression, à prendre cette rondelle-là, puis tenter des choses, mener un peu les joueurs avec lui. Donc, moi, en ce moment, Stenberg, c'est parce que là, je le vois deuxième sur certaines listes, puis je peux comprendre un peu l'attrait. C'est juste que là, il est dans un tapon, mettons, un tier de joueurs avec Veroff, où là, c'est un peu, c'est qu'est-ce que tu veux prendre? Est-ce que tu veux prendre le défenseur droitier? Est-ce que tu veux prendre un gars comme Stenberg, qui c'est ça, il est quand même dynamique, il a une bonne vision, il est dangereux avec la rondelle. Est-ce que tu veux prendre un gabarit? C'est un peu, c'est difficile de les catégoriser tout de suite, de les placer tout de suite avec une certitude
tu te dis, oui, il est là, il est deuxième, il va rester là toute l'année. Mais je pense qu'il est dans ce groupe-là. Il est dans ce groupe pour le deuxième rang parce que justement, de faire ce qu'il fait dans la SHL en ce moment, il y en a d'autres, là, des joueurs qui jouent dans la SHL. Hermansen, il joue en ce moment. Bjork, il joue. On les voit aussi. Là. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il amène son jeu, exactement, il amène son jeu vraiment à un autre niveau de match en match. J'ai pas aimé tous ces matchs que j'ai regardés dans la SHL, mais les matchs que j'ai moins aimés, il était quand même un peu présent pareil. Des fois, c'est juste qu'il manquait peut-être une petite touche de physicalité, il manquait une petite touche d'intensité. Surtout au début de la saison, il voulait peut-être en faire un petit peu trop avec la rondelle. Là, on dirait qu'il s'est stabilisé un peu. Il y a comme. Des fois, la pression du repêchage, ça vient un peu jouer dans la tête de certains joueurs. Ouais. Puis peut-être qu'au début, il voulait vraiment impressionner. Puis là, c'est peut-être juste l'extérieur, on ne le sait pas, mais là, peut-être qu'on lui a dit, regarde, reste dans tes forces, on sait que tu as du talent. Essaye pas d'en montrer plus que c'est plus en plus que c'est la SHL, c'est des adultes, c'est des gars qui ont joué dans la Ligue nationale pendant plusieurs années dans certains cas. Donc, tu sais, j'aime ce que je vois de lui en ce moment, puis en tout cas, j'espère qu'il va dissiper les doutes de on drop Stenberg parce qu'il n'a pas une bonne saison. En ce moment, il se débrouille très bien. Un autre qu'on risque de voir au prochain championnat mondial junior avec la Suède pourrait représenter son pays. Et peut-être même au championnat mondial à la fin de l'année aussi. Là. Donc, tu sais, ça en est un. Là. Il est sur le radar définitivement de nombreuses équipes de la Ligue nationale qui manqueront leur coup avec Gavin McKenna, mais qui pourront avoir tout un prix de consolation en Ivar Stenberg. Tu t'en as glissé un mot à propos de notre prochain joueur. Il s'agit de Ethan Belchetz, allié gauche, format géant, là, 6 pieds 5, 227 livres. C'est 13 buts, 22 points en 17 parties jusqu'à présent avec Windsor dans la OHL. C'est un prototype unique là, dans ce repêchage-là. Et beaucoup d'équipes vont définitivement saliver à l'idée de l'ajouter à leur effectif. Oui, puis Belchetz, le problème ça a été dommage pour lui, c'est que l'année passée, il s'est blessé vers la fin de la saison aussi. Donc, tu sais, on a manqué des moments. Lui, il a manqué des matchs d'importance aussi. Puis ça a été un peu dommage, mais tu sais, un gars de 6 pieds 5, 230 livres environ, tu sais, qui patine bien, qui a une protection de rondelle qui est évidemment avec le gabarit, tu n'as comme pas le choix. Il est très bon, il fonce au filet. Il a de très bonnes mains quand même. C'est pas des mains à la McKenna, mais il a des mains agiles. Il a quand même une capacité de faire un peu de playmaking. Il n'a pas une mauvaise accélération. Il est quand même assez mobile. Il plaque. Je pense qu'il pourrait faire un peu plus mal, je pense, dans ses mises en échec. Je pense qu'il complète ses mises en échec, mais c'est vraiment juste pour tenter de séparer un peu la rondelle. Okay. Alors qu'il pourrait peut-être faire un peu plus mal. Puis lui, chercher cet élément un peu plus de papier sablé là, que de nombreuses équipes recherchent. Là. On l'a vu lors du dernier repêchage avec la sélection de Martin très très tôt, là, de Brady Martin. Oui, et puis Belchetz, il y a eu au début de l'année, il jouait avec Jean-Christophe Lemieux, qui est un joueur aussi qui est admissible pour le repêchage de 2026. Ensuite de ça, il a été jumelé avec Jack Nesbitt et Liam Greentree quand ils sont revenus des camps. Grosse ligne, ça. Exactement, c'était une ligne, le plus petit là-dedans, je pense que c'est Greentree à CC4. Là. Donc, c'est quand même, c'est pas laid là, comme trio. Et là, dans le match que j'ai regardé dernièrement, il était de retour avec Jean-Christophe Lemieux. Puis Lemieux, c'est un plus petit gabarit, mais il a du chien puis il est tannant. Donc, j'ai l'impression que Belchetz, peut-être qu'il, je ne veux pas dire qu'il délègue ce jeu un peu de mine, un peu, là, de jeu un peu papier sablé, un peu rugueux. Il le fait, mais je pense que Lemieux, c'en est un qui est toujours dans ta face aussi. Puis en même temps, ça donne plus d'espace à Belchetz, qui est déjà capable de s'en créer quand même. Là. Donc, je trouve qu'il y a il bénéficie pas mal de. Il est capable de jouer avec un peu n'importe qui, un peu n'importe quel style. Il a joué l'année passée avec Nesbitt.
alors que Nesbitt était à son année de repêchage et Belchess, lui, c'était son année recrue dans la WHL. Donc, je trouve qu'il est overall, là, dans son jeu d'ensemble, je trouve qu'il est bon. Il s'implique défensivement quand même. Et lui, il lit bien le jeu, il suit bien ce qui se passe. Il fait quelques bons replis aussi. C'est pas le prochain gagnant du Selkie, mais il se replie bien. Les seules choses, moi, qui me dérangent des fois de Belchett, c'est du côté du playmaking. C'est que des fois, on dirait qu'il veut tenter des passes vraiment très difficiles. Il manque un peu de doigté des fois dans ses passes. C'est un peu imprécis. C'est soit que c'est un peu trop fort, soit que c'est dans les patins. J'aimerais mieux qu'il reste un peu plus dans son rôle de finisher, entre guillemets. Donc, tu sais, fais les jeux de base pour faire progresser le jeu, mais quand la rondelle est sur ta palette près des cercles, envoie ça au filet, ou sinon, tente pas de jeu risqué. Tu sais, c'est juste ça du côté de Belchess, mais moi, son profil, Comme tu dis, je l'adore. le talent est là, il aura besoin de peaufiner certains éléments de son jeu. Tu parlais des matchs significatifs qu'il a manqué l'année passée. Il a quand même eu un bon tournoi à Linka Gretzky cette année. Là, ça a été productif dans son cas. On espérera le voir dans un parcours éliminatoire cette année là, avec Windsor. Et je ne serais pas surpris qu'on le voit avoir une invitation pour le camp canadien. Écoutez, faire l'équipe sera peut-être un petit peu difficile, là, surtout avec la profondeur qui est présente cette année. Mais je pense que Ethan Belchett va nous présenter de très, très belles choses dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Un joueur, Simon, que j'ai ajouté à la dernière minute à notre programmation. Et je pense pas que je vais trop te déstabiliser en t'en parlant. Il s'agit de Ryan Rubrek qui est quand même un cas pour moi polarisant dans ce repêchage-là. C'est un autre late, donc c'est un autre joueur qui a joué. C'est un joueur qui a joué déjà 2 saisons dans la OHL. Donc l'an passé, ça a été 87 points à sa saison de 16 ans, en fait, là, mais alors qu'il avait 17 ans. Et l'année d'avant, c'était 51. C'est un joueur que si on se fie aux points, aux statistiques, ça peut sembler être impressionnant. C'est impressionnant, mais il y a beaucoup plus que ça. Hein, si on regarde sa fiche, il a été repêché au centre, mais il joue quand même souvent à l'aile. Il joue à l'aile, oui. C'est un gros bonhomme, 6 pieds 4, 215. Je ne joue pas nécessairement comme ça aussi, avec Niagara. Donc, beaucoup de choses à dire au niveau de Ryan Rubrek. Oui, Ryan Rubrek, écoute, moi, lui, il me fait un peu plus mal au cœur parce que, bon, je l'avais 2e déjà sur ma liste au mois de juin. Puis lui, c'en était un, je pense, qui avait une place à perdre de mon côté. Puis c'est bizarre parce que là, il a commencé la saison, il patinait beaucoup sans intention, on dirait. C'était beaucoup. Puis Ryan Rubrek, c'est un gars qui a un bon coup de patin. Il a un excellent lancer. Il est très dangereux en avantage numérique. Si tu lui donnes une pochette, il est même à 5 contre 5, mais évidemment, quand il a l'avantage numérique, il est très dangereux. Il se faufile un peu près de l'enclave ou dans le cercle, puis quand la rondelle sort, ça sort très vite. Mais moi, je trouve que Rubrek, il doit ajouter un peu de physicalité dans son jeu. Vouloir être physique un petit peu, vouloir être un peu plus méchant. Puis, tu sais, on dirait que des fois, on le dit, tu sais, c'est pas nécessairement de toujours vouloir blesser des joueurs. Mais quand tu as un gabarit comme ça, oui, c'est ça, quand tu as un gabarit comme ça, tu dois commencer à jouer un peu dans la tête de tout le monde, d'aller donner des mises en échec, complète ta mise en échec, joue un peu dans la tête des défenseurs, sois un peu hargneux le long des bandes. J'ai l'impression que Rubrek, des fois, il est du bout de la palette, il n'est pas toujours prêt à aller vraiment dans le contact, aller vraiment dans... Il va devant le filet quand il a l'occasion d'y aller en attaque, mais c'est pas nécessairement un gars qui est très... tu sais, on en voit des joueurs qui sont de beaucoup plus petits gabarits. On en avait parlé avec Zach Benson dans le temps, qu'il avait toujours le nez dans la cuisine, puis il était 5 et 10. Rubrek, c'est ce que je veux voir là. Ensuite de ça, il y a eu Brady Wasselin qui est revenu de blessure, qui a joué avec lui pendant quelques matchs. Puis là, tu te ramassais avec 2 joueurs qui faisaient juste du patinage. Il n'y avait pas d'intention dans leur jeu.
Puis Rubrick, c'est ça qui me dérange parce que l'année passée, je trouve qu'il était un petit peu plus. Je ne sais pas si. Tu sais, là, le fait d'avoir encore une fois le repêchage, ça vient jouer un petit peu dans la tête, mais là, on dirait qu'il ne joue pas libéré cette année. Là, ça a recommencé un peu. J'ai regardé 2 matchs récemment. Bon, là, on dirait qu'il commençait un peu, la machine commençait à être un petit peu plus huilée, mais il doit être capable d'être plus impliqué que ça. Des fois, dans les sorties de zone aussi, j'ai l'impression qu'il fait juste de la course navette un petit peu. Il patine du côté gauche, il joue du côté gauche. Là, ensuite de ça, bon, on essaie de rentrer en zone. Là, la rondelle finalement est récupérée, ça s'en va de l'autre côté. Là, il revient. Puis là, il n'est pas tant impliqué en défense. Il n'y a pas d'intention dans son jeu, on dirait. Puis ça me dérange beaucoup. Puis c'est difficile de le baisser. C'est difficile de le baisser tant que ça parce qu'il a un profil tellement intéressant, lui aussi, à 6 pieds 4, 210 environ, qui patine très bien. Donc, il m'a donné un peu. On ne compare pas les positions par position, mais Quentin Byfield, il avait un peu ce profil-là à son année de repêchage où on demandait peut-être un petit peu plus de hargne parce qu'il patinait bien, il était fluide, il avait un bon lancer, il avait le gabarit. On demandait un petit peu plus de hargne. À la différence, c'est que Byfield, en plus de ça, lui, il était bon défensivement, il jouait au centre. Là, Rubrick, c'est que C'est pas le cas. là, il commence à avoir des prises contre lui, puis c'est difficile Ouais. de le garder haut, en fait, dans les listes. Là. Il joue au sein d'une équipe en Niagara qui a du succès depuis le début de la Oui, saison, ramasse des points, réussit à produire un petit peu par la bande à ce niveau-là en récoltant plus d'1 point par match. Ce serait intéressant de voir sur une saison complète à quel niveau pourra se transposer cette production-là. Et on a très hâte de le voir justement jusqu'où la glissade s'est arrêtée sur la liste de Simon. ouais. Réponse la semaine prochaine, mais Ryan Rubrick qui était deuxième sur la liste de Simon en juin aura perdu quelques rangs clairement et c'est le cas de plusieurs analystes qui ont observé son travail depuis le début de la saison. Je sais que Marty Thériault l'aimait beaucoup aussi et va l'avoir Ouais. fait baisser pas mal. Donc, on va espérer qu'il puisse se reprendre dans les prochaines semaines. Un autre joueur dont il sera question, Simon, et on parle ici de Tynan Lawrence. C'est un centre de 6 pieds, 185 livres. Donc, c'est un natif de Fredericton. Donc, il a choisi de ne pas jouer dans la JMQ cette année. On sait que Ouais. plusieurs partisans auraient aimé ça le voir au Québec. Ben, il avait l'option aussi, donc, en ayant joué à Muskegon l'année passée, donc, de retourner à Muskegon ou d'aller dans la Ligue junior majeure avant de faire cette transition vers la NCAA. Il a choisi de retourner à Muskegon pour une deuxième saison. On voit beaucoup de points intéressants à ce niveau-là. Là. Donc, Muskegon, la USHL en son entier a perdu beaucoup de plumes depuis le nouveau règlement. On parle beaucoup de joueurs qui ont quitté la Ligue canadienne vers la NCAA, mais l'exode a été des deux côtés aussi. Donc, plusieurs joueurs américains de qualité ont quitté cette ligue-là pour aller au Canada jouer leur hockey junior. Donc, Lawrence a décidé de retourner à Muskegon une deuxième année. Il a été nommé capitaine de cette équipe-là. On peut le voir comme une marque de fidélité aussi. C'est un court échantillon depuis le début de la saison, là, seulement 2 points en 2 matchs. Ça a quand même été 54 en 56 l'an passé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ce processus décisionnel de Tynan Lawrence et du type de joueur qu'il est? Là? Ouais, moi, Tynan Lawrence, l'année passée, je pense que j'étais un des seuls qui n'était pas si high sur lui. Il y avait beaucoup de gens qui le voyaient déjà dans le top 10. Il y a encore beaucoup de gens en ce moment qui le voient dans le top 5, même top 10, top 5. Moi, Tynan Lawrence, l'année passée, je trouvais qu'il y avait beaucoup de stuff de junior dans son jeu. Puis c'est correct là, d'avoir quand tu as 16 ans, 17 ans, c'est normal là, d'avoir un jeu qui est moins épuré un peu. Mais je trouvais qu'il y avait du stuff de junior. Je trouvais qu'il y avait c'était un gars qui tentait des choses qui n'étaient pas là. Un peu à la Trevor Conley par moment, sans nécessairement faire une comparaison. Là, parce que Lawrence, il était quand même impliqué un peu plus. Mais je trouvais qu'il craignait un peu le contact aussi par moment. Donc, tout ce que les gens voyaient, j'étais comme, OK, c'est peut-être moi qui ne vois pas les bonnes choses. Olinka,
évidemment, il n'a pas pu nécessairement se faire valoir dans un rôle si de premier plan que ça. Il s'est quand même bien débrouillé. Là, les deux, là, il revient de blessure. Il joue ses 2 matchs, les 2 premiers matchs qu'il a joué dans la USHL. Il n'en a pas joué d'autres. Puis moi, je vois tout ce que je vois tout ce que les gens voient de Tynan Lawrence, je le vois aussi. C'est un gars qui a une vitesse, une bonne vitesse d'exécution, une bonne vitesse en général. Tu sais, il a du talent, là, ça, on ne peut pas lui enlever. Il a les mains. Il y a un bon mélange de dynamisme puis de temporisation, en fait, en guillemets. Là. Il est capable de temporiser le jeu quand c'est le moment de le faire. Il est capable d'amener cette touche-là de relance rapide, de dynamisme quand c'est le temps de le faire aussi. Il y a un petit peu d'intensité dans son jeu sans nécessairement que ce soit de la grosse physicalité. Il se débrouille quand même bien en défensive. Il est assez tenace avec le bâton aussi. Il joue en avantage numérique, en désavantage numérique. Tu sais, c'est tout ce... Beaucoup de choses, beaucoup de bons Exactement. côtés. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait bien, mais pour moi, je vois pas ces choses-là à un niveau élite, entre guillemets. Je vois pas la manière que Lawrence joue. Quand je le regarde, je me dis pas tout de suite, il me saute pas aux yeux comme un gars top 5. Il me saute pas aux yeux comme nécessairement le joueur de centre qui est c'est le meilleur joueur de centre, mettons, de ce repêchage-là. Tu sais, je suis pas tout à fait là, moi, encore avec lui. Puis, tu sais, je regarde un gars comme Beckham Edwards là, à Sarnia, puis il fait ça aussi. Il fait exactement la même chose, mais avec un peu plus d'armes, un peu plus d'intensité, de présence en présence. Il est là. Donc, j'essaie de trouver un peu qu'est-ce qui me manque avec Lawrence. Exactement. Qu'est-ce qui me manque pour dire Tynan Lawrence, c'est un gars que je vais mettre dans mon top 10, dans mon top 5. Exactement. Puis en ce moment, je le vois pas. Puis c'est pas nécessairement qu'il est pas bon. C'est juste que je sais pas si c'est à cause que la saison commence. Lui, il a commencé un peu plus en retard. Est-ce que la USHL, comme tu dis, le talent est un petit peu plus dilué, entre guillemets. Les meilleurs marqueurs de la USHL, ils ont environ 16, 17, 18 points en 12 matchs. C'est pas très reluisant en ce moment. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que je pense que c'est peut-être moi qui est trop sévère avec lui, mais en même temps, j'ai de la misère à voir où est l'attrait de ce gars-là dans le top 5. Ouais. Mettons 5e, là, je pense que c'est juste. Je ne suis pas sûr si c'est Wheeler qui l'avait 5e ou. Je sais pas. Je sais pas d'où ce serait intéressant de voir si cette décision de rester dans la USHL terminera par affecter son rang au prochain repêchage. C'est un joueur qui jouera à Boston University l'année prochaine, donc sera dans un gros marché de hockey aussi. Donc, va être dans une bonne école pour se développer, ça c'est sûr. Nos auditeurs qui nous écoutent se disent c'est un repêchage dont il y a très très peu de défenseurs dont il est question. C'est pas le cas du tout. On y vient là, à 4 défenseurs de grande qualité qui se trouvent dans une même catégorie pour toi. C'est une cuvée quand même de loin supérieure au niveau de la défensive par rapport à l'année passée. Et pour les équipes qui recherchent des défenseurs droitiers et pour qui c'est de l'or en bord, on en a eu un, Keaton Veroff, et il va y en avoir 3 autres dans les 4 prochains. Donc, les équipes, je pense, permettez-moi l'expression, vont se pitcher sur ces gars-là. On a parlé déjà, le premier dont il sera question, c'est Ryan Lynn, ce défenseur droitier qui joue avec Vancouver dans la WHL. Donc, plus petite stature, 5 pieds 11, 176 livres, 21 points en 17 parties, mais c'est peut-être le meilleur défenseur offensif de ce repêchage-là. Écoute, si je pouvais te faire un bloc là, avec les 4, là, ça serait... je suis tellement... allons-y, regarde, sinon je vais reprendre la balle au bon. Là. Allons-y avec le deuxième, Chase Reed, défenseur américain droitier, 6 pieds 2, 185 livres. Dans son cas, aussi, là, c'est 19 points en 18 parties avec Sault-Sainte-Marie. Daxon Rudolph, défenseur droitier, 6 pieds 2, 203 livres. 11 points en 13 avec Prince Albert dans la WHL. Et Carson Carrells, défenseur gaucher de 6 pieds 2, 195 livres, évolue à Prince George dans son cas, c'est 13 points en 15. Donc, des profils différents.
offensif, gabarit quand même assez similaire dans le cas de Rudolph Carols. Un gaucher, un droitier, là, on dirait qu'on tire dans tous les sens. Là. En ce moment, là, je te dirais, c'est les 4 en ce moment que j'ai le plus de difficultés à départager parce que premièrement, ils sont hauts dans ma liste aussi, déjà les 4. Puis c'est rare qu'on ait un groupe aussi, tu sais, un gros groupe de défenseurs comme ça, que là, tu dis, OK, j'ai besoin, mettons, il y en a 4, j'ai besoin de les classer, là, mettons 6, 7, 8, 9, là. C'est pas ça les rangs, mais mettons, là, c'est difficile parce que là, tu as Ryan Lynn, qui est probablement le meilleur défenseur offensif des 4, qui est capable d'activer le jeu, premièrement, il joue beaucoup aussi, là, déjà, à la base, il joue dans pas mal toutes les situations, mais encore plus en avantage numérique, il est très dangereux. Il y a des gens qui l'ont un peu, qui ont fait des comparaisons un peu avec Quinn Hughes, avec Lane Hudson, dans sa façon d'amener de l'attaque, dans sa façon de travailler sur la ligne bleue. Moi, ce que Ryan Lynn, évidemment, oui, je suis d'accord avec le fait qu'offensivement, c'est très menaçant. C'est un gars qui voit beaucoup sur la glace. On dirait qu'il voit toutes les options. On dirait qu'il sait exactement où la rondelle doit passer pour avoir une occasion de marquer dangereuse. Défensivement, il y a quand même une petite touche physique, entre guillemets. Il est capable de s'imposer un peu physiquement, mais défensivement, je trouve qu'il y a encore des choses à travailler. Mais ça, c'est normal aussi quand tu es un défenseur très, très offensif. La question, moi, que je me suis posée du côté de Ryan Lynn, c'est est-ce qu'il en amène, est-ce qu'à 5 contre 5, il amène autant d'attaques dangereuses qu'en avantage numérique? Est-ce qu'on voit un peu de Zane Perek en lui, dans le sens qu'il y a beaucoup d'attaques qui partent de l'avantage numérique? Est-ce qu'il est capable de créer d'autres choses offensivement à 5 contre 5? Moi, je le vois de Ryan Lynn, mais j'ai l'impression qu'on se fie beaucoup à ses points, mais il ramasse beaucoup de points en avantage numérique, que ce sont des passes. Tu sais, j'ai regardé un match justement là, tantôt. Il fait une passe à Cameron Schmidt. Cameron Schmidt, il prend la rondelle, décide de s'avancer un peu. Le jeu est statique, là. Il fait une passe à Schmidt. Schmidt décide de s'avancer, décoche un lancer, il y a un but. Un peu plus tôt dans le match, c'est la même chose qui est arrivé. Il a ramassé 2 points comme ça, mais il n'avait pas nécessairement. Il a pris l'option qui était là. Il a pris l'option qui était là, ce qui est une bonne idée, mais c'est pas lui qui a orchestré nécessairement. Puis d'autres fois, c'est lui qui le fait aussi. Donc, tu sais, Ryan Lynn, c'est là un peu le questionnement. C'est est-ce que moi, je pense qu'il y a des choses à améliorer en défensive? Oui. Mais est-ce qu'il peut aussi amener. Parce que si tu me dis que tu es un défenseur purement offensif, il faut que tu m'en donnes aussi beaucoup plus. Ben, peut-être pas beaucoup plus, mais il faut que tu m'en donnes plus du côté force égale, parce que souvent, on va jouer à force égale. Là. Donc, tu sais, oui, c'est correct d'avoir tes points en avantage numérique. On parle de Lane Hudson, de Quinn Hughes, ils le font, mais ils sont là à 5 contre 5 aussi. Donc, Ryan Lynn, ça, pour moi, c'est ce que je vais regarder de son côté, en plus du jeu défensif. Si tu me permets de suite. Vas-y, ouais, vas-y. non, j'allais juste mentionner pour terminer sur Lynn, il va dans cette vague de plus petits défenseurs extrêmement doués offensivement. Il est comme à la limite, hein, à 5 pieds 11, donc il ricochait quand même une stature que d'autres jeunes défenseurs, on parle de Lynn Hudson, ont réussi à s'établir dans la Ligue nationale en ayant une plus petite taille, mais à garder en considération que l'année passée, aucun défenseur de moins de 6 pieds n'a été repêché. Puis là, il sera question un petit peu plus tard d'un autre plus petit défenseur qui évolue dans la LHJMQ. Mais à voir à quel point les équipes pourront faire abstraction de ça et vont regarder le talent avant tout. Et là, je te passe la rondelle pour parler de Chase Reed. Est-ce que c'est là que tu t'en allais? Ben, je m'en allais avec Daxon Rudolph, mais Chase Reed, c'est excellent. Chase Reed, je pense que le côté offensif, il est peut-être un petit peu moins bon que Ryan Lynn, mais il est tout aussi efficace. Puis lui, c'est ça la différence, c'est que je pense qu'en force égale, il est capable d'en donner un petit peu plus, Chase Reed. Puis je trouve que défensivement, il est un peu plus stable aussi, en plus d'avoir le gabarit. Donc là, ça devient, encore une fois, le talent de Ryan Lynn, il est très élevé. Il a un potentiel très élevé, peut-être plus que les 3 autres.
Mais est-ce que le potentiel que ça soit plus difficile d'atteindre, mettons, l'atteinte de ce potentiel-là, il est peut-être un petit peu plus élevé, alors que Chase Reed, autant l'attaque, elle est là, il est capable de défendre de toutes sortes de façons aussi. Avec son bâton, de reculons off the rush, il est capable de défendre, il est capable de protéger devant du filet, de s'imposer en défensive aussi. Et il amène de l'attaque aussi. Donc là, du côté de Chase Reed, est-ce que ça devient le défenseur un peu plus stable, offensif plus stable que Ryan Lynn? Euh, si, mettons, tu veux pencher vraiment pour le talent brut, ben à ce moment-là, Ryan Lynn, ça devient un choix qui est peut-être incontournable. Si tu dis, OK, Quinn Hughes, mettons, OK, tu y vas, excellent. Puis, est-ce que tu dis, bon, ben Chase Reed, si tu veux y aller d'un défenseur qui va être capable d'être plus stabilisateur des deux côtés, comparativement, tout en pensant que ces gars-là vont se développer, ça ne veut pas dire que Ryan Lynn ne va pas améliorer sa Améliorer certaines défensive, choses, ouais. puis devenir. Oui, exactement. Mais est-ce que Chase Reed, ça peut être. Est-ce que Alex Pietrangelo, mettons, en guillemets, on prend souvent lui comme exemple, mais ça a été un des standards depuis 10-12 ans. Là. Est-ce que ça vient autant aider ton équipe que Quinn Hughes? Il y a un débat. Là, c'est sûr qu'Alex Pietrangelo est plus âgé, mais mettons, tu le prends à 25 ans, 26 ans, 27 ans. Pietrangelo, c'était un des très bons de la Ligue nationale. Drew Doughty, même chose. Donc là, c'est ça. Est-ce que tu préfères un prototype peut-être plus safe, entre guillemets, mais qui va t'en amener peut-être un peu moins offensivement? Chase Reed, pour moi, en ce moment, c'est ça que je vois. Ça, c'est tous ces gars-là, les quatre qu'on va parler, les quatre qu'on parle en ce moment, là, je vais tous me retaper 2 autres games de ces gars-là juste pour être sûr d'avoir Et une Reed, bonne. pour avoir la meilleure lecture possible pour ta Ouais, liste, Reed, c'est un gars qui a un bagage quand même assez unique. Là. C'est un Américain qui a décidé de venir jouer à partir de la mi-saison l'année passée dans la exact. OHL avec Sault-Sainte-Marie. Là, avec la nouvelle règle, pourra jouer l'année prochaine avec Michigan State. Mais c'est un joueur qui, à 15 ans, il va lui jouer quelques matchs dans la USHL. L'année passée, il a joué dans la très, très obscure NAHL. Ouais, Donc, c'est un gars qui est passé un petit peu partout, mais il est allé chercher un bagage intéressant. Puis, je pense que ça apparaît un petit peu dans la maturité dans son jeu. Et ouais. on va se transposer vers Daxon Rudolph, qui tu parlais de défenseur qui a beaucoup de choses à offrir. C'en est un aussi. Là. Daxon Rudolph, moi, je pense que c'est le plus complet des quatre. Donc, c'est tout ça pour dire, encore une fois, je pense que Chase Reed et Rudolph, côté offensif, je pense que Rudolph, il en amène peut-être un petit peu moins que Chase Reed, mais il en amène beaucoup. Il s'insère dans les attaques aussi. Bon lancer, il amène des rondelles au filet. Je trouve que Rudolph est capable d'avoir cette touche physique-là aussi. Je trouve que défensivement, c'est rare qu'il se batte à contre-pied, c'est rare qu'il se fait déborder, c'est rare qu'il se fait surprendre dans sa zone. Il surveille bien le devant du filet, mais l'enclave, il est impliqué le long des bandes. Donc, là, c'est là où on parle de, encore une fois, la dose de complet. Est-ce que Chase Reed il est plus complet que Lynn, donc il y a peut-être plus de valeur, mais là, Rudolph, il est plus complet pour moi que Reed, donc est-ce qu'il y a plus de valeur que les trois? Bref, en tout cas, là, c'est mélangeant, mais bref, c'est ça. J'entrevois ton bureau, Simon, là, avec les Ouais, 4 profils puis des ouais, flèches qui s'en vont un petit peu partout. Ça ouais. ne doit pas Si être vous évident avez- à Je ne sais démystifier. pas si vous avez vu le meme de It's Always Sunny in Philadelphia, là, Ouais, avec il est là avec les cordes, là, puis là, ouais, les ça maps, ressemble à là, ça. puis c'est la même chose, les quatre en ce moment. J'ai vraiment beaucoup de difficultés parce que Rudolph, les situations aussi sont un peu différentes. Est-ce que Vancouver, il y a plus d'éléments offensifs pour aider Ryan Lynn qu'à Prince Albert, mettons? Puis la même chose avec Reed, sur Sainte-Marie. Bon, là, il y a eu le retour de Brady Martin. Donc, euh, c'est de savoir est-ce qu'ils sont bien entourés, est-ce qu'ils sont entourés de la même façon aussi. Donc, c'est ça qui est un petit peu. Il faut prendre en considération de ce côté-là. Mais moi, Daxon Rudolph, quand je le regarde jouer, euh, tu sais,
j'ai de la misère à trouver des défauts. Tu sais, il y en a des défauts, là. Il y a des affaires qui sont des fois un peu. Tu sais, c'est pas toujours parfait, là. Les passes l'exécution n'est pas toujours là. Des fois, bon, il force un peu les choses, des fois, avec la rondelle, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un défenseur qui ressort très bien dans tous les matchs que j'ai vus pour l'instant. Ça a été Puis, c'est ça. c'est un joueur à haut profil là, quand même. Ça évolue au sein d'une très bonne équipe avec Prince Albert. C'était le premier choix au total là, dans la WHL en 2023, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un joueur en qui il y avait des attentes et là, Ouais. il livre la marchandise. Là, je ne sais pas, une question auquel je sais que tu n'as clairement pas la réponse, mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau, Simon, pour la cuvée des joueurs qui sont nés en 2007-2008 pour avoir autant de défenseurs droitiers alors que les joueurs, les équipes de la Ligue nationale se les arrachent? Avec 4 défenseurs droitiers qu'on risque de voir peut-être dans un top 10, là, c'est quand même assez unique. Là. Oui, absolument. C'est ça. Souvent, on dit on repêche. Ben, il y en a qui vont repêcher pour les besoins comme ça. Le Canadien l'avait fait avec Ryan Backer. Puis, Exact. je sais que ça n'avait peut-être pas plu à tout le monde, là, dont nous dans le live. Ça avait peut-être. Ça nous avait refroidi un petit peu, mais je comprends que ça prend d'avoir ce type de défenseur-là, droitier, qui vient appuyer. Parce que, naturellement, je pense qu'il y a 7 droitiers, il y a 7 joueurs gauchers pour un droitier. Donc, c'est pas une statistique exacte, mais Quelque c'est chose. naturellement, il y a plus de gauchers. Donc, c'est normal qu'on s'arrache un peu plus certains profils comme ça quand c'est en défensive, un défenseur droitier. Mais puis parce qu'en plus de ça, ce sont de bons joueurs de hockey aussi. C'est des fois, on peut s'obstiner un peu sur certains profils ou certains joueurs, mais là, dans le cas des 4 dont on a mentionné, ben, les 3 avec Verhoff qu'on a parlé un peu plus haut, euh, ce sont de bons joueurs de hockey. Ce sont des gars que tu vas amener dans ton équipe, puis ils vont probablement être capables de faire une différence. Dans le cas de Verhoff, probablement plus rapidement que les 3 autres, mais d'ici 5 ans, je ne serais pas surpris que les 4 soient bien implantés dans la Ligue nationale, puis aient déjà un rôle important à jouer dans leur équipe. Là. Pour terminer ce quatuor de défenseurs, Carson Ouais. Carols, là, dans son cas, c'est un gaucher. Ça va un petit peu moins bien au niveau de sa formation, Prince George, mais Ouais. c'est un gars qui a quand même gagné des points au sein d'une équipe qui est un petit peu moins talentueuse. Là. Ouais, puis Carson Carols, lui, lui aussi, il joue beaucoup. Il joue pas mal dans toutes les situations. Il joue contre n'importe qui, puis souvent, il est ciblé il joue contre les meilleurs éléments aussi adverses là, avec Prince George. Euh, je trouve que là, peut-être que tu vas le ressentir dans la façon que je vais le décrire, mais je pense que c'est le moins bon des 4, entre guillemets, en ce qui me OK, ouais. concerne. Je trouve qu'il est bon en défensive, mais des fois, j'ai l'impression qu'il s'égare un petit peu. Il rate quelques petites couvertures ici et là. On dirait qu'il se perd un peu. Et peut-être aimanté un peu par la rondelle, des fois, il regarde beaucoup. Puis il oublie peut-être que son gars, il a le bâton libre. Des fois, il est prêt de son joueur, mais c'est que ce joueur-là peut sauter sur un retour ou faire une déviation ou quoi que ce soit. Donc, il faudrait qu'il soit un petit peu plus proche de lui, un petit peu plus physique sur lui. Mais je trouve qu'il utilise super bien son bâton, puis il protège bien la rondelle. Il est bon sous pression, il est capable d'échapper à la pression puis de faire un jeu. Il facilite les sorties de zone aussi. Euh, En attaque, je trouve qu'il s'est beaucoup. Il était capable de s'impliquer vraiment dans les espaces, dans les endroits où il peut venir aider comme troisième, quatrième homme un peu. Le fameux trailer là, qu'on appelle, le gars qui s'en vient, la passe à la Ouais. remorque. Là. Lui, Carrolls, il est capable de s'insérer là-dedans. Moi, ce que j'ai trouvé qui le favorisait beaucoup, c'est quand il y a la rondelle sur la palette, puis il y a un peu de temps, là, je ne dis pas 7-8 secondes, là, juste une seconde ou deux, là, juste pour le temps de faire son analyse de jeu, il trouve souvent un coéquipier qui est bien placé pour une chance de marquer. C'est pas nécessairement obligé d'être un tir, mais une déviation, un jeu qui peut mener à une autre passe dangereuse. Il trouve bien ses joueurs. On le voit beaucoup en avantage numérique que c'est là où il ressort bien de ce côté-là, mais il le fait aussi à force égale. Je pense que lui, de ce côté-là, c'est est-ce qu'il peut amener
un petit peu plus de stabilité peut-être en défensive. Pas qu'il n'est pas mauvais, mais je pense qu'il peut-être qu'il est surtaxé un peu, entre guillemets. Là, j'ai regardé un match là, dernièrement, je pense qu'il a joué 28 minutes. Là. Fait que c'est Beaucoup beaucoup pour un quand jeune même de pour son âge. un. C'est ça, 27-28 minutes, c'est quand même pas évident. Fait que peut-être qu'il est. Puis en même temps, il n'y a peut-être pas le choix non plus d'être surtaxé, mais des fois, ça joue sur. On en avait parlé il y a quelques années avec Étienne Morin, qu'il jouait 32, 31, 32 minutes. Puis ce qui nous impressionnait, c'est que dans le cas de Morin, c'est qu'il était capable de rester focus pendant tout le match, mais on dirait que Carroll, c'est pas qu'il n'est pas focus, mais c'est peut-être une ou deux fois par match, on dirait qu'il y a peut-être un petit oubli, une petite crampe au cerveau, mais je trouve qu'il je le trouve très bon aussi, mais je pense que par rapport aux trois précédents, ça serait lui peut-être qui Très serait. chanceux. Ouais, puis je vais regarder des matchs encore de lui, mais ça se peut que ça soit peut-être lui qui soit le dernier sur les quatre. Là. Dans ce repêchage 2026, là où la qualité première pour les joueurs de centre est peut-être un petit peu moins là, où les candidats de grande qualité ont un petit peu plus de difficulté à percer un top 10 potentiel, mais on compense grandement avec le grand nombre de défenseurs de Ouais. qualité présents. Et on vient de parler dans les 10 derniers dans les 10 derniers joueurs. Il a été question, 5 défenseurs quand même. Ça montre que la QV, elle est solide, une des bonnes des dernières années au niveau de la défensive. Donc, ce Ouais. sera ça au moins pour les équipes de la Ligue nationale qui pourront définitivement aller chercher un joueur sur qui bâtir en défensive. Quelques noms très rapidement là, à surveiller là, des attaquants comme Vigo Bjork, Mathis Preston, Adam Novotny qui risquent d'être quand même de retenir l'attention. On va se pencher pour terminer, Simon, sur ce qui se passe dans la LHJMQ. Mm-hmm. Donc, l'année passée, ça a été une excellente QV. On a eu évidemment quelques joueurs repêchés très haut avec les Justin Carbonneau, les Bill Zonon et évidemment avec Caleb Desnoyers. Donc, 3 joueurs repêchés en première ronde. Mais là où c'est un petit peu moins, où l'étoile est un petit peu moins brillante cette année, on a quand même des joueurs de qualité. On commence avec Xavier Villeneuve, ce défenseur droitier de Saint-Pion, 157 livres. Donc, c'est un late à 18 ans. Il évolue au sein d'une excellente équipe avec l'Armada. Ouais. Récolté un point par match l'an passé, est à 22 en 17 cette saison. Xavier Villeneuve, un autre défenseur de petite stature qui retient l'attention un petit peu à la Ryan Lynn. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire rapidement sur son profil? Ben, vous savez, Villeneuve, j'ai hâte d'en parler dans notre liste avec Pascal parce que je pense qu'on va avoir une bonne discussion par rapport à lui. Il s'est lui-même dit qu'il se comparait à Lane Hudson, il s'inspirait de Lane Hudson dans son jeu. Puis je pense que quand tu le regardes jouer, tu comprends un peu d'où il vient avec cette comparaison-là parce que c'en est un aussi qui vient souvent se porter à l'attaque, qui vient souvent euh, travaille le long de la ligne bleue, des petits jeux de. Tu sais, Lane Hudson, c'en est un qui est très bon pour ça, qui, en étant statique, il fait des mouvements rapides, puis là, il te force à choisir un côté, puis quand tu te compromets, il choisit l'autre côté. Lane Hudson est très bon pour ça. Xavier Villeneuve, il le fait. Il est très bon pour le faire aussi. Il a d'excellentes mains. Une très bonne vision du jeu. Il fait des choses que ça prend des joueurs relativement intelligents pour comprendre parce que c'est des passes qui ne sont pas naturelles un peu. Euh, tu penses que tu n'es pas en position pour recevoir, comme mettons un attaquant, tu penses que tu n'es pas en position pour recevoir une passe de lui. Puis là, tu te déplaces un peu, puis soudainement, tu deviens une option de passe, puis lui, il te trouve. Donc, tu sais, il faut que tu sois beaucoup aux aguets avec un gars comme ça. Puis, Puis pas juste comme lui, pour là, il y en a plein d'autres. juste une petite note, Simon, pour rajouter sur son profil, là, et tu compléteras par la suite, pour l'avoir vu jouer quelques fois dans les dernières années à Blainville, pour un défenseur de petite stature, c'était pas celui qui avait la meilleure fluidité sur patin. Donc, son patin Non. était bon, mais c'était pas. Disons que ça ne matchait pas, disons, sa stature. Ça a été amélioré cette année, donc c'est quand même Ouais. une des principaux éléments à améliorer et ça a été fait. Là. Donc, point positif à ce niveau-là.
Ouais, il s'est amélioré vraiment du côté ligne droite, mettons. Là. Il a pris un peu plus de vitesse, mais ce qui était plaisant du côté de Villeneuve, c'est que même en n'étant pas nécessairement rapide, il était assez trompeur pour se faufiler à travers certaines lignes. Donc, tu sais, oui, c'est sûr que pour relancer l'attaque, pour vraiment attaquer les défenseurs, puis activer le jeu, là, oui, avec la vitesse, c'est sûr, ça aide, puis on le voit cette année aussi. Mais, tu sais, juste, mettons, dans ce qui est de création d'attaque, alors que tu fais face, mettons, à un 1-3-1 standard là, ou à un 2-2 avec les deux défenseurs, là, il n'y a pas nécessairement besoin d'être rapide parce qu'il va quand même réussir à contourner, il va quand même réussir à faire déplacer des gens pour se faufiler, puis après s'installer en zone offensive. Donc, je trouve que du côté de Villeneuve, je trouve que ça l'aide beaucoup, par exemple, du côté du patin. Je trouve qu'il défend quand même bien. C'est sûr que il va devoir améliorer. C'est sûr qu'il se fait bousculer un peu. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement la force des jambes aussi bonne que Lane Hudson à son âge. Mais Puis là, toi qui dois avoir du coffre aussi, là. ouais, c'est ça. Mais là, je dis ça sous toute réserve aussi parce que là, évidemment, je ne suis pas dans le gym avec lui, là, mais à l'œil comme ça, quand je le vois jouer, on dirait qu'on se souvenait de Lane Hudson qui était bon sur ses jambes, il était bon pour baisser son centre de gravité, il absorbait des Ouais. contacts de gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 220 livres. Ce que Villeneuve fait un petit peu moins. Il réussit quand même à bien s'en tirer, mais quand il y a des situations comme ça qui arrivent, des fois c'est plus difficile, mais euh, puis, tu sais, je vais juste, sans nécessairement parler longtemps de ça, je trouve que Villeneuve, il y a du positif et du négatif dans le fait de se comparer à Lane Hudson. Ouais. Puis ça, si vous écoutez notre liste, vous pourrez nous entendre en parler parce que je vais probablement en parler un petit peu plus parce que Plus longuement. je pense que ça l'aide le fait qu'on a vu Lane Hudson, puis on voit que ça fonctionne, mais en même temps, c'est que là, le point de comparaison, il est très élevé, puis là, tu te fais comparer à lui, c'est difficile d'arriver à ce niveau-là. Donc, tu sais, ça va être à vérifier. Xavier Villeneuve, défenseur de l'Armada, devrait se retrouver sur la plupart des listes préliminaires. Mhm. Pourrait être le premier Québécois repêché en juin prochain. Est-ce que ce sera suffisant pour que les équipes de la Ligue nationale appellent son nom au premier tour? Ce sera à voir, mais c'est disons, un candidat de grande qualité pour représenter la GMQ. Un autre joueur qui fait briller la Ligue, ben, il s'agit d'un Européen, là, Egor Shilov, qui a récolté jusqu'à présent 24 points en 15 rencontres avec Victoriaville. Belle Ouais. chimie là, avec Alexis Vlasov notamment. Jouera à Boston University l'année prochaine, donc c'en est un autre qui a bénéficié de cette nouvelle règle. Et pour parler justement de cette... On a beaucoup parlé du départ vers les États-Unis. On a trop peu parlé de l'arrivée vers le Canada, la LHJMQ Ouais. surtout. Je trouve que ça a quand même augmenté le calibre de jeu. Là. On sait qu'il y a eu peu de départs au sein de la Ligue junior majeure. Il y en aura un petit peu plus l'année prochaine. Mais il y a eu des Américains de qualité qui sont arrivés, des Européens aussi, dont Shilov. Je pense qu'en somme, pour la saison 2025-2026, à tout le moins, ça aurait quand même eu un impact positif sur la Ligue. Là. Ouais, je pense que oui. Puis, tu sais, la LHJMQ, on avait toujours l'impression que c'était un petit peu la moins bonne ligue des trois au Canada, mais tu sais, pour regarder WHL, c'est beaucoup. assez difficile, là, je pense. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, pour regarder beaucoup ce qui se passe aussi en OHL puis en WHL, je trouve que la JMQ, dans un style différent, parce que je pense que c'est moins physique dans la JMQ, mais je trouve que le talent est quand même bon. Ça patine bien. Il y a de la finesse, mais tu sais, il y a un peu d'intention. Tu sais, le Québec est capable de produire des joueurs qui sont. Tu sais, là, je vais prendre l'exemple de Maxime Lapierre, là, mettons, mais c'est une mesure un petit peu plus haute, là, des gars qui sont capables d'être offensifs, mais qui sont capables aussi d'amener un petit peu de chien, qui sont capables d'amener un petit peu de travail là-dessus.
Donc, je trouve que du côté de la JMQ, c'est de voir, l'année passée, Zono, c'en était un, c'était un cheval de bataille aussi, il était très impliqué. Carbonneau aussi, c'était un Les autre joueurs qui sont gros. restés aussi là, au sein de la Ligue cette année, là, qui auraient pu quitter vers Exact. le sud, mais ne l'ont pas fait. Là. C'est ça. Donc, je pense que du côté de la GMQ, c'est ça. Est-ce que j'aimerais qu'il y ait un peu plus de talent brut? Oui. Est-ce que j'aimerais voir plus de, justement, là, les McKenna ou les Bedard ou les gars qui sortent pas du Québec, là, c'est des gars qui viennent de l'Ouest ou de l'Ontario? Oui, parce que le seul exceptionnel que le Québec a eu, c'est Joseph Veleno. Puis, Joseph Veleno pour la GMQ, moi, je trouve qu'il était bon, mais en Qui n'ont pas eu rétrospective, le même ouais, impact, la même touche que les autres. Là. non, c'est ça. Puis en rétrospective aussi, le côté exceptionnel, tu regardes un gars comme McKenna qui se claque 100 points à 16 ans, puis du côté du Québec, c'est un peu plus difficile. Mais pour venir à She-Love, là, mettons, vu qu'on parle de joueurs de talent brut, là, lui, c'en est un. Il y a énormément de talent, She-Love. Des fois, c'est un peu à son désavantage, on dirait, parce que il tente d'en faire beaucoup avec la rondelle. Il tente de feinter beaucoup. Puis ça réussit. Il y a une belle chimie avec Vlasov. Aussi, quand il y avait l'occasion de jouer avec Korneyev, si je me souviens bien, je ne veux pas le prononcer tout croche, mais bon, eux autres aussi, il y avait vraiment une connexion européenne avec ces gars-là qui sont capables de se trouver un peu. Euh, J'aime ça quand ils gardent la rondelle sur la palette, puis que justement, il prend le temps d'analyser ses options. Puis ensuite de ça, si tu dois prendre le jeu simple, prends le jeu simple, parce qu'il est capable d'exécuter les jeux difficiles, mais des fois, ce n'est pas toujours les meilleurs jeux. Mais ça reste que, je trouve qu'il est très dangereux avec la rondelle. Il est très dangereux quand il est en avantage numérique, quand il est en zone offensive. On dirait qu'en avantage numérique, il y a un petit peu moins de dentelle dans son jeu. Je trouve qu'il est un petit peu plus. Il prend ce qu'on lui donne, puis si jamais il est près du filet, il est capable de décocher des bons lancers parce qu'il a un très bon lancer sec. Il a lancé vraiment, ça dégaine vite. Puis il gagne des mises en jeu. Donc, tu sais, c'est un centre. On dirait que des fois, les Russes, on est un peu. On fait attention parce que c'est des joueurs qui trichent beaucoup dans la MHL. C'est des joueurs qui sont habitués de prendre la rondelle, là, puis là, on fly tout de suite. On revient à peine dans la zone défensive pour aider. Puis She-Love, c'est peut-être le fait qu'il est un petit peu moins énergique fait en sorte qu'il reste un petit peu plus connecté à ses joueurs. Là, je ne dis pas qu'il est lent et tout ça. Là, je trouve qu'il patine bien, mais on dirait que c'est pas le gars qui est le plus sur le bout des pieds. C'est pas le gars qui est le plus actif sur les départs en tant que tel en attaque. Donc, je trouve que peut-être que ça l'aide de vraiment rester près de ses coéquipiers. Puis je pense qu'il des fois, avec la rondelle, il y aurait peut-être intérêt justement à utiliser un petit peu plus ses coéquipiers pour lui-même se donner en option, se trouver des espaces parce qu'il y a tellement un bon lancer que des fois, on dirait qu'il se contente de vraiment être le fabricant de jeu. Pas qu'il se contente, il en prend des lancers, mais j'ai l'impression des fois que sa première pensée, c'est de fournir à ses coéquipiers. Mais des fois, il ne le fait pas. Des fois, il devrait le faire, puis il ne le fait pas. Donc, ça va être à vérifier de son côté pendant toute la saison, mais je trouve que lui, il a vraiment fait la transition du côté de la JMQ. Il s'est débrouillé très bien. Puis, c'est pas pour rien qu'on le voit dans la première ronde là, de plusieurs listes, là, parce qu'il il ressort bien. Puis, Vlasov, je trouve que c'est un peu son Gallagher, entre guillemets. Là. C'est un gars qui a du talent, mais je trouve qu'il travaille un petit peu, il fait la job sale peut-être le long des bandes, s'en va se positionner devant le filet. Donc, il y a une bonne connexion vraiment entre les deux. C'est un peu plus un marqueur de but, un petit peu plus, je vais dire vidange, là, mais c'est pas le bon, c'est pas négatif. Là. On aime ça, les gars qui marquent des buts vidanges comme ça, mais je pense que She-Love, ça l'aide beaucoup d'avoir un gars comme ça aussi sur son trio. Là. Pour terminer, Simon se bloque sur la JMQ. Non, ce ne sera pas la plus grande cuvée pour notre ligue ici, la Ligue Québec Maritime, mais on peut déjà jeter un œil vers
vers 2027 où tu as parlé de joueurs exceptionnels, tu as parlé de joueurs de très grande qualité. Ben, il y en a un qui va être repêché en 2027 dans la Ligue nationale. On parle ici de Alexis Joseph, premier choix au total en 2025. Il y a eu des discussions qui auraient peut-être pu avoir le statut de joueur exceptionnel. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est un joueur avec un gabarit extraordinaire là, déjà à son âge. Là, c'est 6 pieds 5, 200 livres à 16 ans. Il a 10 points en 12 matchs à Saint John. Donc, il sera surveillé cette année, l'année prochaine. Mais c'est un joueur qui pourrait, si la tendance se maintient, sortir peut-être dans un top 5 en 2027. Très tôt encore pour se projeter, mais on en a un à surveiller, puis il est de très, très, très grande qualité, Alexis Joseph. Absolument. Je te remercie grandement, Simon, pour cette analyse de 12 espoirs, en fait, avec les deux de la JMQ qui seront présents au prochain repêchage. C'est ce qui met un petit peu fin à cette analyse des espoirs. Tu as parlé de passion tout à l'heure. C'en est une, c'en est une que je ressens. Je n'ai pas la même, disons que la même, je la démontre pas de la même manière que vous en regardant autant de matchs. Mais je suis passionné à suivre ça puis à lire vos chroniques, à voir votre présentation sur vos pages YouTube aussi, à entendre vos commentaires sur les podcasts. Donc, je vais inviter les amateurs d'espoir qui écoutaient nos épisodes sur le temps d'arrêt, à ne pas manquer ce qui se fait sur le TSLH Espoir parce que c'est de très, très grande qualité. Donc, un épisode la semaine prochaine qui s'en vient, présentation des listes, beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent à ce niveau-là. Ça va être excitant. On n'aimerait pas être à la place de Simon pour pouvoir départager ces défenseurs-là, mais ça aurait été un exercice très, très agréable à faire aujourd'hui, à parler des joueurs qui vont retenir l'attention pour cette année 2026. Là. Ben oui, évidemment. Je pense que c'est toujours, comme je le dis, c'est toujours plaisant. C'est pour ça qu'on en parle longtemps, puis on en parle souvent. On fait des podcasts qui sont très longs. Quand on fait les listes, vous le savez, là, ça dure 5 heures, 5 heures et demie. Là. Fait que là, on va essayer de réduire ça. Là, mais là, c'est ça. On va être un de moins cette année, malheureusement, avec Seb qui a pris une petite pause. Probablement qu'il va revenir en force plus tard, mais bon, là, pour l'instant, cette liste-là, ça va être moi, Pascal, Matt qui va animer ça, qui va nous relancer. Puis c'est préliminaire, fait qu'on essaie de tout de suite jeter les bases. Ça va changer. C'est ça. Ça va le temps de changer. On jette les bases, mais ça peut bouger rapidement, des fois, quelques mois plus tard. Donc, c'est à ne pas manquer dans les prochains jours, en fait, la semaine prochaine aussi. Encore une fois, gros merci Simon pour aujourd'hui. Gros merci pour les dernières années, un collaborateur en or. Et ça aurait été un plaisir de t'avoir avec moi dans cette aventure du temps d'arrêt. Merci pour tout, encore une fois. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis merci toujours de l'invitation, évidemment. Donc, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.